Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à ce grand journal sur la première chaîne chrétienne panafricaine, Béni TV. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Telle est la mission que s'est assignée le couple Tano Afremou à travers des remises de kits et tenues scolaires aux nécessiteux. Un événement sans précédent dans le village d'Akribo, sous-préfecture de Mbato, ainsi même en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, le couple pastoral Tano Afremou, leader de la mission évangélique internationale pour la restauration, a tenu à venir en aide aux parents d'élèves du village d'Akribo, sous-préfecture de Mbato, situé dans la région de Moronou, en offrant des kits et tenues scolaires aux élèves du CP1 jusqu'au CM2. Dans son discours d'allocution, le donateur a rendu toute la gloire à Dieu, lui qui a rendu possible ce cadeau, avant de remercier les autorités villageoises et administratives pour leur présence. Ma joie ce matin est immense. En ce sens que je retrouve mes parents d'Akribo. Avec une ambiance festive. Je voudrais au nom de l'église Meirès, de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, dire toute ma gratitude pour ce sympathique et chaleureux accueil. Mesdames et messieurs, Dieu nous a mis à cœur d'apporter un soutien aux parents d'élèves d'Akribo. Et mettre un peu de joie dans le cœur de nos enfants en cette rentrée scolaire. Mettre du temps et des circonstances. Dieu en a décidé ainsi. Toute chose qui a favorisé la remise symbolique des kits et tenues scolaires par le couple Tano Afremou au chef du village d'Akribo, Nana Assalé, qui lui à son tour a remis ses oblations au président du comité de gestion école. Donc je vous remets pour que vous donnez ça au directeur d'école pour nos enfants. Le couple humanitariste a dit sa joie. Ce don est apporté par son propre. Ma femme et moi, nous sommes associés pour apporter ce don et soulager un peu les enfants de Akribo pour cette année scolaire 2018-2019. Notez que cette cérémonie a été marquée par la présence du chanteur Niazo Jean qui a permis à la population de se réjouir. Rappelons que ces dons étaient composés essentiellement de cahiers, de stylos, de crayons, d'ardoises et de plus de 250 tenues scolaires pour filles comme garçons. Poursuivons en religion, cette fois avec le tout nouveau temple de l'église de l'unité chrétienne d'action et d'évangélisation de Côte d'Ivoire, situé au Remblai dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan, qui a accueilli plusieurs centaines de fidèles à la faveur de la cérémonie de dédicace de ce lieu saint. On en sait un peu plus avec Anicette Conan. Témoignages, louanges, adoration et actions de grâce. Le peuple de l'unité chrétienne d'action et d'évangélisation de Côte d'Ivoire a été abondamment béni au cours de son culte d'action de grâce à l'Éternel pour la construction de son nouveau temple au Remblai dans la commune de Koumassi. À la faveur de cet événement, Maman Eoulé Aya Agnès Dorcas, donatrice principale pour la construction de ce lieu saint, a exprimé toute sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la grâce qui lui est faite d'investir pour l'avancement des œuvres de son royaume. Je dis merci à Dieu qui l'a permis pour ce qui
il m'a donné, parce que ma force ne peut pas. Ce qu'il m'a donné, j'ai pu enlever au moins quelques centimes dedans pour construire ce beau temple, pour glorifier son nom. S'appuyant sur les livres de Exode 35, versets 4 à 5 et de 1 Chronique 29, versets 1 à 14, le pasteur Billet, invité spécial venu d'Italie, a dans son intervention exhorté le peuple de Dieu à investir davantage dans l'évangélisation afin que le monde soit gagné à Christ, avant de mettre l'accent sur l'humilité qui est, a-t-il dit, source de bénédiction pour tout chrétien. Nous remarquons avec beaucoup de grâce que ce que nous avions fait a intéressé Dieu, ça a ému le cœur de Dieu et chacun est parti avec une prime de bénédiction. Le moment est important et très important pour cette dédicace. Déjà, nous envisageons et nous prévoyons que l'Éternel Dieu, qui est Jésus-Christ, est sur le chemin, il est en train de venir pour que tout le monde puisse vraiment se mettre à table et servir le Seigneur. Parce que nous avons tous pour bénéfice le ciel. C'est dans une atmosphère de joie et de reconnaissance à l'Éternel que les donateurs se sont succédés pour faire parler leur cœur pour la construction du futur temple UKSI du Grand Bassam. La clôture du grand programme Feu contre Feu, organisé depuis le jeudi dernier par l'église Pentecôte Saint-Feu International, dirigée par le prophète Patrice Angbozan, située dans la commune de Yopougon, a pris fin ce dimanche dans la ferveur spirituelle. Ce fut l'occasion pour l'invité spécial venu du Ghana de bénir le peuple ivoirien. La soif de Dieu, l'envie de voir Dieu opérer dans une dimension surnaturelle a poussé les fidèles à sortir nombreux ce dimanche pour prendre part à l'apothéose du programme dénommé Feu contre Feu. Pendant plus de 4 jours, ils se sont rassemblés à l'église Pentecôte Saint-Feu International, 6 à Yopougon dans le district d'Abidjan, administré par l'apôtre Patrice Angbozan. Après une série de louanges, les orateurs se sont succédés pour préparer le chemin de l'orateur principal. L'homme de Dieu, le prophète Gabriel Kwasi Sarpong, intervenant à son tour, n'a pas manqué d'exercer le ministère. Le prophète Gabriel Sarpong a dit sa joie d'être en Côte d'Ivoire avant d'inviter les hommes de Dieu à la prière et à la sanctification, toute chose qui accroît l'onction. La raison pour laquelle je suis venu en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a envoyé de venir en Côte d'Ivoire pour venir sortir les gens dans les souffrances et pour les amener dans la gloire. Le travail que le Seigneur entend d'opérer à travers ma mère en Côte d'Ivoire, je suis vraiment satisfait. Parce que là où chaque jour Dieu fait ce qu'il fait, mais je lui demande toujours de faire plus que ça. Et j'exhorte à tous les prophètes qui sont dans la nation que l'œuvre de Dieu là, il y a les persécutions dedans, il y a la souffrance dedans, il y a un problème. Mais dans tout ça là, il faut demeurer pour le Seigneur seul. Après ce programme réussi, l'homme de Dieu a promis revenir en novembre pour la 2e édition. La mission protestante internationale La Flamme du Saint-Esprit Canaan, Église les Nations, dirigée par le révérend prophète Raymond Palanfo de Yopougon, était en effervescence récemment. Jean-Cyril Djebi et Armel Atsin nous donnent le compte-rendu. Pendant 4 jours durant, les fidèles de la mission Canaan, en collaboration avec la cellule Victoire, se sont réunis dans la dite mission autour du thème « Briser les autels ». Occasion pour le prophète Raymond Palanfo de donner un enseignement de qualité. Écoutez-moi très bien, personne n'avait eu la révélation de 20 Goliath, mais David a eu la révélation. Tu ne gaspilleras pas de cartouches cette année. La cible sera la cible. David a utilisé une seule pierre, mais il a frappé Goliath sur son front. Est-ce que vous savez que tous les Goliaths de vos filles n'ont pas le front protégé? Parce qu'en réalité, Goliath, David a appelé Goliath incirconcis. En Djoula, ça veut dire Bilakoro. L'expression Bilakoro interprétée veut dire imbécile. Et donc, si on va dire une expression mandienne, ça veut dire chien. Or, la
seule plaie qui tue le chien, c'est la plaie que le chien ne peut pas laver. Or, la seule plaie qu'un chien ne peut pas laver, c'est la plaie qui se trouve au milieu de sa tête. Introduit par des cantiques d'adoration pour la serrure sur le gâteau, le révérend prophète Douza de Douza, invité pour la circonstance, n'a pas manqué de briser par l'onction du Seigneur les malédictions de visage ainsi que les autels. Les organisateurs ont dit leur joie. Nous avons reçu les secrets de comment ôter la malédiction de sa vie, ôter la malédiction de son visage. Et l'homme de Dieu nous a donné un secret fort sur le visage et comment retirer cette malédiction du visage. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je veux vraiment rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur, le prophète Palinfo, qui a inspiré, à qui il a inspiré ce programme et qui d'ailleurs après de nombreux programmes, qui n'a pas hésité à établir ce programme qui vient de bénir son peuple et je dirais même plusieurs personnes parce que d'autres sont quittés dans d'autres communautés et vraiment je suis dans la joie et je rends toute la gloire à Dieu. Cet événement s'est achevé par un temps fort de prière. L'Institut biblique et théologique, en abrégé IBTVA, a procédé ce samedi à la remise de diplômes et à l'ordination de 75 pasteurs. L'événement qui a eu lieu à l'auditorium de l'Université méthodiste de Cocody a rassemblé d'éminentes personnalités ecclésiastiques ainsi que des fidèles chrétiens. On fait le point avec Alois Jean. Nous sommes une génération choisie. C'est par des cantiques à la gloire de Jésus-Christ que les étudiants de la 3e promotion de Daniel École de Leadership ont fait leur entrée dans l'auditorium où attendaient déjà serviteurs de Dieu, parents, amis, enseignants et connaissances pour magnifier le leadership chrétien. 6 mois. C'est le temps qu'a duré cette formation en leadership. La présidente de cette promotion, baptisée Élite, au nom de ses condisciples, n'a pas manqué dans son intervention de rappeler la responsabilité du leader chrétien à quelque niveau où qu'il se trouve dans la société. Peu importe nos origines, nos moyens, notre profession, peu importe là où nous nous trouvons, peu importe la situation chaotique que nous traversons actuellement, nous avons notre rôle à jouer dans cette grande mission. Le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et pour manifester tous ces trésors sur terre, il nous a donné une seule chose, à savoir notre imagination, afin de créer et développer des solutions pour les nations. Présentation d'un projet de leadership transformationnel, témoignages des étudiants, louanges et adorations ont été les temps forts de cette cérémonie au cours de laquelle le directeur de projet de cette école, René Emmanuel Ogoua, est revenu sur l'intérêt des projets et leur planification convenable dans un souci de transformation de la société. Pour sa part, le fondateur de Daniel École de Leadership s'est appesanti sur le thème « Préparer l'émergence de leaders réformateurs dans un 21e siècle sous l'influence du postmodernisme ». Ange Maxime Awaga a donc motivé le corps de Christ à se lever pour impacter positivement ce siècle présent grâce à une bonne planification. Il y a des choses que vous verrez, qui sont plus graves que ce qu'on voit aujourd'hui. Comme l'a dit le FC, est-ce qu'on attend le Saint-Esprit va tout faire, ou nos veilles de prière vont tout faire, ou est-ce qu'on s'assoit comme eux et on commence à planifier la transformation? Le Dieu veut qu'aujourd'hui, des jeunes professionnels, dans toutes les sphères de la société, soient équipés pour répartir dans ces sphères-là, pour imposer la pensée originale de Dieu. Le parrain de cette 3e promotion des leaders transformationnels, Emmanuel Quadio, par ailleurs secrétaire général de la compagnie ivoirienne de l'électricité CIE, a exhorté ses filleuls à se mettre résolument au service de l'Éternel Dieu. Disons au Seigneur, nous voici. Prends-nous comme on est. Envoie-nous. Prends-nous comme on est. N'attendons pas d'être nettoyés de non. Prends-nous comme on est. Et si le Seigneur voit que l'entrepreneur a besoin de témoigner, il va le faire.
Mais n'attends pas d'être demandé d'abord avant de te lever. Il faut lui dire, je suis disponible. Parce que de toi, le Seigneur ne dispose pas sans ton accord. L'argent, là, il a déjà ça. Il a déjà toutes les autres choses. La seule chose que la Bible ne dit pas qu'il a, c'est toi et moi. Il a besoin de notre disposition pour cela. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. La remise des certificats aux nouveaux leaders transformationnels, une trentaine environ, et un cocktail ont mis fin à cet événement. Le Conseil régional des Grands Ponts envisage une convention cadre de partenariat avec l'école d'architecture d'Abidjan. C'est autour du thème « L'économie bleue » au cœur de la nouvelle stratégie de développement de la région des Grands Ponts que les autorités de la région ainsi que les spécialistes de l'architecture de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous jeudi dernier au siège de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. La région des Grands Ponts et l'école d'architecture de Côte d'Ivoire font chemin sur l'autoroute de la connaissance pour faire de la région des Grands Ponts une cité écologique, d'où lutter contre le réchauffement climatique. Pour matérialiser cet engagement, les parties ont signé le jeudi 27 septembre 2018 une convention cadre de partenariat afin de participer au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et scientifique des populations. Dans sa vision de développement géospatial, le président du Conseil régional des Grands Ponts, Gabriel Joseph Yassé, et son conseil perçoivent le département de Jacquesville pour être l'autoroute de la connaissance. Cette convention est dans le droit fil de la stratégie du plan stratégique de développement des Grands Ponts, une expertise de l'Ordre des architectes sur mon territoire à Jacquesville qui va bénéficier aux populations de Grand Laou et de Dabou, va nous permettre d'amorcer des projets d'envergure dans les années qui viennent. Nous avons axé notre développement sur certains principes, le binôme santé-développement et l'autoroute de la connaissance. Pour rappel, Gabriel Joseph Yassé préside le Conseil des Grands Ponts depuis son investiture le 27 juin 2013 au cours de la première réunion ordinaire du dit Conseil. Notons que la signature de la présente convention cadre s'appuie sur un aspect juridique important. Et le projet s'inscrit dans le cadre de la politique de partenariat public-privé du Conseil régional des Grands Ponts, fixant des règles relatives à la coopération décentralisée. Après l'installation très prochaine de l'université canadienne et la création de l'université internationale marocaine, de la région de Rabat, Salé, Kénitra à Jacquesville, l'école d'architecture d'Abidjan viendra compléter ce pôle universitaire. Nous avions une vision de permettre d'abord à nos jeunes frères ivoiriens de pouvoir pratiquer, pouvoir étudier l'architecture. Et ensuite, notre vision, c'est d'aider nos communes à se développer. L'école d'architecture peut apporter quelque chose à la région des Grands Ponts. Précisons que ce projet a déjà connu un état d'avancement remarquable, notamment la mise en place du comité de travail, plusieurs séances de travail effectuées, convention cadre en cours de signature et l'établissement de délibérations déjà approuvées par la tutelle. Les partenaires au projet sont nombreux. Le Conseil régional des Grands Ponts, l'école d'architecture d'Abidjan et le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Une note de célébration dans ce journal avec Armand et sa fiancée Alida qui se sont dit oui afin de s'unir dans les liens sacrés du mariage à la paroisse du Saint-Esprit de la ville de San Pedro en présence de parents, amis et connaissances. À cette heure de Cécilia, les prendre, mademoiselle Guinao. Le 8 septembre 2018 restera à jamais une date gravée dans la mémoire de Seka Armand et de Bienao Karine Alida. En ce 8e jour du 9e mois de l'année, ces deux amoureux ont choisi de se dire mutuellement oui, en présence de parents, amis et connaissances. Pour l'élu d'Armand, tout commence par le salon de beauté où se fera l'une des plus charmantes de week-end. L'étape suivante, c'est la mairie de la cité balnéaire de San Pedro qui accueille les deux toutaureaux. Un moment auréolé d'humour avant de convoler en juste noces. Au temps fort, la bénédiction nuptiale à la paroisse catholique du Saint-Esprit de San Pedro où le curé, le révérend père Okuman Olivier a dit la messe d'action de grâce, non sans avoir prodigué de sages conseils à Armand et Alida, visiblement heureux de former une seule chair.
Le clou de l'événement aura été la réception dans une infrastructure hôtelière de San Pedro où les convives venus de partout en Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Centrafrique et des États-Unis se sont trémoussés aux côtés du couple Seka jusqu'à tard dans la nuit au son mélodieux bien enlevé. Rendons-nous dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le Zanzan. Plusieurs jeunes filles ont abandonné les études pour embrasser le métier de couturière. Regardez. La couture me plaît, c'est pourquoi j'ai décidé de le faire. J'ai laissé les études pour faire la couture. Je me sens à l'aise dans la couture. Ils m'en sont très bien. C'est moi qui ai choisi couture parce que ça me plaît bien. Je me sens bien, je suis à l'aise parce que le métier là, ça me plaît beaucoup. Comme Marie et Déborah, elles sont nombreuses au niveau de la région du Gontogo qui, n'ayant pas réussi dans les études ou dans d'autres secteurs d'activité, se sont converties au métier de couturière. Par amour et par passion, sans réserve, elles se donnent corps, âme et esprit afin de réussir dans ce qu'elles ont choisi. À l'image de Rachel Koumon, qui depuis 1999 est dans ce métier. Lorsque je partais à l'école, je découpais les feuilles. En tout cas, je dessinais les robes, les camisoles, je découpais. Donc, j'ai continué les études jusqu'en 3e. C'est là que j'ai jeté l'éponge, puis j'ai pris part à la formation. J'ai fait 4 ans. J'ai fait ça à Abidjan. Mes parents ont les moyens, mais moi, j'ai aimé la couture. Je suis installée à mon propre compte, ça fait au moins 8 ans. Selon Rachel Koumon, ce métier nourrit son homme et elle se sent totalement épanouie. Bon, ça varie de 3 000 à 8 000, 15 000. Voire même 70 000, 100 000. Parce que je fais les tenues de mariage aussi. Les tenues, ça va jusqu'à 150 000. Présentement, j'ai 8 filles, 8 apprentis. En tout cas, les gens passent la commande chez moi. En tout cas, ça marche. Ça me permet de nourrir ma famille, de m'occuper de mes... En tout cas, de m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de problème. La femme, son premier mari, c'est son travail. Une femme, quand tu travailles, il n'y a rien de tel. Même quand tu es marié, tu es avec ton mari, tu peux l'épauler. Mais quand tu fais rien, c'est pas facile. Les couturières ne sont pas respectées. Certains pensent qu'elles ont échoué à l'école et dans bien d'autres secteurs d'activité qu'elles ont voulu se réfugier dans le métier de la couture. Dans le jargon ivoirien, on les appelle les sérissés. Pour les encourager et les stimuler à toujours mieux faire ce qu'elles ont choisi, l'association des tailleurs et couturiers de Bondoukou, ATCB, aidée en cela par l'honorable Sonon Jean-François, député de Kwasi Kroboya, accompagné par son frère, l'honorable Hussein Ouattara, député de Sandégué, ont décidé de les honorer à travers la journée de valorisation de la jeune fille et de la femme couturière du Gontogo, qui a drainé du monde. Personnalités politiques, administratives, autorités coutumières et religieuses sont venues célébrer ces braves dames qui nous permettent au quotidien de nous habiller, d'être chic et tendance. Nous pouvons aider nos parents, nos maris en étant couturiers. C'est pourquoi à travers cette cérémonie, il me soit permis d'encourager toutes mes sœurs à prendre le travail au sérieux et inviter celles qui sont à la maison à s'inscrire pour la formation qualifiante. Monsieur Zeyi Adamo est le président de l'association des tailleurs et couturiers de Bondoukou et du Gontogo, a donné les objectifs visés et à atteindre à travers la tenue d'une telle journée pour valoriser les femmes et jeunes filles couturières de la région. Notre objectif est d'encourager la gente féminine à mieux s'intéresser à la formation qualifiante, particulièrement la couture. Oui, la couture nourrit son homme. Qui, parmi nous, n'a pas fait recours à une belle tenue en se rendant ici? Nous luttons contre le chômage. Au cours de cette cérémonie, ce sont 9 machines à coudre que le député de Kwasi Kroboya, l'honorable Sonon Jean-François, a offert à l'association des tailleurs et couturiers de Bondoukou et du Gontogo TCB. En Côte d'Ivoire et en général en Afrique, lorsqu'on parle de couture, on pense que c'est, comme on le dit, sérissé. Ceux qui n'ont pas réussi à l'école, c'est eux qui doivent venir faire la couture. Dire et encourager nos sœurs qui sont dans la couture pour dire c'est un métier valorisant. Elles doivent être fières de faire ce métier. Choisir un métier, c'est faire le choix de l'avenir et le pari du futur. S'insérer dans le tissu économique et social de notre pays, c'est la volonté qui anime toutes ces femmes et jeunes filles couturières du Gontogo qui, en choisissant ce métier, ont décidé de tourner le dos à la facilité, à l'humiliation, à gagner leur vie honnêtement, rien que par le travail de la couture. Espérons qu'elles seront imitées par bien d'autres de leurs sœurs. Dire non et faire blocage aux grossesses en milieu scolaire, aux mariages précoces, ainsi qu'au phénomène de jeunes filles domestiques originaires du Gontogo qui n'honorent pas la région.
Dans le cadre de notre rubrique Écho du jeudi, il a été question de champions nationaux. Comment nos champions ont été accompagnés pour devenir de véritables chefs d'entreprise capables de propulser en avant l'économie nationale. Suivons cet entretien que nous avons eu avec monsieur Eric Kakou, directeur de ES Partners. Que retenir de ce panel relatif au rôle de l'État et du secteur financier dans l'accompagnement des champions nationaux? Écoutez, en fait, le panel a discuté du rôle de l'État et du secteur financier dans l'accompagnement des champions nationaux. Donc, c'est une question qui est très, très importante pour le rôle que ces champions nationaux-là peuvent jouer réellement dans la transformation de l'économie. Donc, il s'est agi de voir un peu comment est-ce que l'État peut mettre en place le genre d'écosystème et de conditions qui permettent aux entreprises nationales de devenir des champions. Et au-delà de ça, comment s'assurer que l'accompagnement financier dont ils ont besoin soit aussi en fait disponible. Donc, je pense qu'il y a quelques idées fortes qui sont sorties des discussions. Premièrement, c'est cette idée-là de vouloir vraiment impliquer le secteur privé lui-même. Donc, les entreprises un peu plus grosses, un peu plus grandes, les impliquer dans l'accompagnement des plus petites, de façon à pouvoir créer une sorte de 20% qui tire un nombre plus élevé de 80%. Deuxièmement, c'est de mettre en place l'écosystème qui convient, donc en termes fiscaux, en termes d'incitatifs, en termes de mesures d'accompagnement, en termes de formation, en termes d'accès au marché. C'est l'une des notions qui a été discutée vraiment en détail, l'accès au marché national, l'accès au marché international avec tout ce qui est accompagnement et diplomatie économique. Et puis enfin, c'était de parler aussi quelque part de la nécessité en fait de définir quelques niches sur lesquelles le pays veut vraiment se positionner pour que dans ces niches-là, on puisse créer les conditions pour que les champions puissent émerger. Comment doit débuter la carrière? Écoutez, je pense qu'ils sont déjà... il y en a déjà quelques-uns en fait. Donc le problème, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est de dire qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils sont trop fragiles. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on s'assure que pour ceux qui existent déjà un peu, on arrive à les accélérer, donc leur donner plus de ressources pour qu'ils puissent réellement se renforcer en Côte d'Ivoire, mais au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, aller aussi ailleurs. Et que dans le processus, on arrive justement à construire la prochaine génération. Parce qu'en réalité, si on veut avoir une politique de champion qui marche, à l'instar d'un pays comme le Nigeria, on a besoin d'avoir des acteurs à taille critique, pas seulement 5, 6 ou une dizaine, on a besoin d'avoir peut-être une cinquantaine. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc pour revenir à votre question, il s'agit vraiment de renforcer l'existant, il s'agit vraiment de pouvoir changer d'échelle à partir quand même d'une base qui existe. Le champion national doit-il évoluer dans un environnement autre que celui de son pays? Tout à fait. Je pense que c'est un commentaire qui est pertinent quand on parle de champions nationaux. On pense à des entreprises comme Samsung et en fait Hyundai qui viennent de Corée. On pense à des gens comme Embraer qui sont dans l'aviation au Brésil. On pense même à certaines des banques marocaines que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc fondamentalement, je pense que cette idée-là de dire qu'on a besoin d'avoir des champions qui s'exportent au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire est essentielle. Mais justement, c'est pas quelque chose qui arrive par accident. Ça arrive parce qu'il y a une réelle volonté que ça arrive, une volonté à la fois du secteur privé de par son organisation et son ambition, mais aussi une volonté politique qui va justement accompagner ce secteur privé-là. Que retenir de cette initiative d'échanger sur l'industrialisation qui est un défi pour tous, notamment les jeunes? Écoutez, je pense qu'une œuvre parfaite n'est pas humaine. Je pense que c'est quand même la 7e édition de cette initiative. Donc, c'était en fait une édition assez forte avec la présence du chef de l'État, avec la présence en fait de présidents de patronat en fait de pays frères. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on commence à avancer. C'est une activité, c'est une initiative qui a acquis ses lettres de noblesse. Je suis sûr que pour l'édition 8, il y aura certainement des améliorations à apporter, mais ça, fondamentalement, c'est le propre de toute œuvre humaine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous mettons un point final à ce grand journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez bénis sur Béni TV de Blessings Channel. À très bientôt.